Salut Mike, Salut tout le comment monde, vas-tu? vous êtes en direct sur Planète 360. Alors aujourd'hui, live vraiment exceptionnel, exclusivité Planète 360, hein, on fait ça nulle part ailleurs, évidemment, vous le savez bien. Nous recevons Franck Coustet. Alors, qui est Franck Coustet? Si vous êtes des habitués de Planète 360, vous le savez. Franck Coustet, je l'ai reçu il y a à peu près un an, je crois, ou un an et demi, je ne sais plus exactement, pour parler de l'affaire Juncker. Évidemment, cette affaire Juncker, dont personne, hein, évidemment, personne, aucun média ne parle en France, hein, parce que bon, de toute façon, on se demande bien ce que font les médias ici dans ce pays. Mais l'affaire Juncker est excessivement grave. Pour moi, c'est même quasiment une affaire d'espionnage. C'est James Bond, mais dans la vie réelle. Donc, on va en discuter aujourd'hui sur ce live avec Franck Coustet de cette fameuse affaire Juncker. Salut, cher Franck, comment tu vas? Oui, ça va très très bien. Ça va très très bien en ce début d'année, froidement, mais ça va très bien. Et en fait, si je reviens, c'est parce que j'ai d'autres informations à communiquer aux citoyens hein, bien entendu aux abonnés de Planète 360 sur des choses sur des caractérisations qui sont de plus en plus graves. C'est-à-dire que non seulement il s'est rien passé depuis un an et Alors, demi, on s'est on vu. va. Attends. Alors, ce qu'on va faire, tu Oui. vois, c'est qu'on va d'abord résumer un peu l'affaire pour que les gens se remettent dedans, pour qu'ils comprennent. Et après, on va vers les nouveautés, parce que il y a des nouveautés qui arrivent, et donc on va en discuter aussi. Donc voilà, résumé de l'affaire Juncker, mais de façon intelligible pour que les gens puissent comprendre. Tout simplement, je vais passer les détails parce que ça dure depuis trop longtemps, mais tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, il devait y avoir un testament fait en juin 2009. Qu'en juillet 2009, quand on me propose également donc d'avoir une donation, le fait est, c'est que le principal légataire se suicide avec une carabine. Je l'apprendrai qu'en fait, après 2014, lorsque je me suis constitué. Sinon, j'aurais donc fait une constitution non plus sur des aspects plus que suspects, sur des accidents plus que suspects qui sont arrivés durant cette période, mais j'aurais déclaré qu'il y a eu assassinat. Puisque le testament, donc en 2009, ne sera pas déposé, qu'en 2011, donc, on revoit la veuve, puisque l'héritier, au moment des Donc, alors, faits, attends, attends. maintenant, Alors, il y c'est une a un affaire testament. d'argent. Voilà, normalement, tu dois être héritier de quelqu'un qui a de l'argent. Et pour résumer de façon très courte, et donc l'État du Luxembourg, avec à la tête Monsieur Juncker, veut mettre la main sur cet héritage et aussi, en gros, te supprimer pour pouvoir mettre la main sur cet héritage. J'ai bien résumé? Alors, c'est parfaitement bien résumé. Et bon, avec Voilà. un détail près, si tu veux, c'est que lorsqu'ils ont fait ça, bien entendu, ils étaient déjà dessus sur cette famille luxembourgeoise qui n'avait pas d'héritier direct. Hein. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Ils étaient déjà dessus depuis 2004-2005. Ils avaient déjà volé un terrain, préempté un terrain. Et donc, le testament, ils l'ont fait disparaître. En 2011, la veuve, suite à notre message, dira, je comprends pas, j'ai payé la donation et je comprends pas que ça ne soit pas déjà fait. Elle aura donc un acte criminel, on va parler franchement, donc en février 2011. Elle sera dans un premier temps à l'hôpital, puis elle sera cachée dans la maison de retraite. Je la retrouverai. Il y aura une seconde donation qui sera faite par un deuxième notaire. Le deuxième notaire, Martine Venandi, vole 12 millions d'euros. Donc la police se dit attention, elle a volé 12 millions d'euros. On va vous rendre ces 12 millions d'euros, mais en une seule Alors, fois, et je conteste. explique-nous qui est la personne qui a pris 12 millions d'euros, parce que comme on a, La on n'a notaire, pas de luxembourgeois, enfin pas beaucoup en tout cas, pas assez encore, hein, sur ce live, donc explique-nous qui est cette personne qui a volé 12 c'est millions d'euros. C'est bien dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de luxembourgeois parce que c'est vraiment une affaire qui les concerne en premier chef, puisqu'il y a eu, c'est une affaire d'État dans laquelle les partis politiques ont reçu beaucoup d'argent, c'est-à-dire 1,5 million par parti politique en 2009. Faut être très clair. Donc, en réalité, si tu veux, cette personne qui est donc Martine Venandi, notaire, puisque le premier notaire avait déjà pris sa retraite, enfin non, il était devenu avocat entre-temps parce que il avait déjà participé à un assassinat, une tentative d'assassinat, donc il voulait plus en être des autres. Donc il prend quelques mois plus tard sa retraite pour devenir avocat, comme je le dis. Et donc en 2012, quand on retrouve la veuve, quand je retrouve la veuve, on remet la donation en route. Et la notaire mettra 8 mois pour mettre la relation en route, pour terminer la donation, et elle aura volé 12 millions d'euros. Martine Venandi, qui était Donc un notaire vole 12 millions d'euros, alors que voilà. théoriquement, en tout cas en France,
un notaire, c'est quand même bon, quelqu'un qui fait, qui a qui est une personne de loi, qui théoriquement on doit croire sa parole, hein, parce que sa parole, lorsque un notaire témoigne, théoriquement, je dis bien, hein, cher Franck, hein, sa parole vaut de l'or. Donc là, ce notaire vole 12 millions d'euros. Et elle ne sera jamais arrêtée, hein. Mais il y avait plus grave, en fait. Comme je l'ai expliqué d'ailleurs dans une autre vidéo avec Chloé, j'avais dit en même temps que, si tu veux, non seulement elle avait volé 12 millions, mais avant, elle sera prise par la police le jour où je la menace de porter plainte contre elle et contre la maison de retraite, puisque la maison de retraite voulait un terrain. Et là, je dis, si vous faites quoi que ce soit pour la maison de retraite, je porte plainte et contre vous et et donc contre la notaire Martine Venandi et contre la maison de retraite. Le soir même, elle ira déposer tout ce qu'elle avait volé dans la maison de ses gens. C'est-à-dire, elle avait volé des bijoux, des tableaux, des trucs. Donc, elle avait volé pratiquement pour 1,5 million en plus. Donc ça, on le saura au mois d'avril. C'est la police qui le révélera d'ailleurs. Et puis, en fait, au mois de juillet, la police révélera aussi qu'elle a volé 12 millions. Donc, elle ne sera jamais arrêtée. Ils nous font croire que la donation va se faire dans un mois, et puis un mois après, je décide de faire une plainte auprès du procureur général. Je vais faire vite parce que c'est pas le but de cette autre vidéo. Mais en fait, un mois plus tard, si tu veux, c'est Biljeune, François Biljeune, qui est, je le rappelle, toujours juge à la Curia à ce jour, renouvelé pour 5 ans, à la Curia. Donc, à l'époque. Qu'est-ce que la Curia exactement ? Bah, c'est la Cour de justice, c'est la Cour de justice européenne qui juge de tout ce qui est criminel, si tu veux. Tout ce donc, qui on est, a vraiment affaire à la mafia de l'Union européenne. On a Jean-Claude Juncker, ancien président de la Commission européenne, c'est-à-dire le prédécesseur de Madame von der Leyen. Exactement. On a ce notaire, on a ce juge à la Cour européenne. C'est une mafia, en fait. C'est une mafia, c'est un népotisme, voilà. Alors, on va revenir, parce que c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que un mois après, pas du tout, tu as raison de le dire, tu as raison. Et c'est pour ça que je voudrais d'ailleurs le répéter, et c'est en exclusivité sur Planète 360. C'est-à-dire qu'avant Van der Leyen, il y avait Jean-Claude Juncker qui faisait déjà l'objet d'une enquête criminelle en 2014 quand il est rentré en fonction. J'ai averti tous les députés, tous les eurodéputés, tout ce que j'ai pu avertir. Personne n'a rien fait pour le faire démissionner. C'est ça qui est grave déjà. C'est-à-dire qu'il est resté 5 ans sans qu'aucun média dit mainstream, sans qu'aucun média, j'allais dire, n'en parle, sauf d'ailleurs les premiers qui m'ont fait confiance, c'est Meta TV à l'époque, et c'est Planète 360. C'est effectivement les deux seuls médias qui m'ont fait confiance. C'est ça qui est important. Meta TV, du regretté TEPA, qui on pense très, très fort. Voilà, tout à fait. Et donc, si tu veux, ce qui s'est passé derrière, c'est que quand je vois que la donation n'est pas remise un mois après, soi-disant sous des prétextes fallacieux, je porte plainte auprès du parquet général. Alors, on va la faire courte. Je porte plainte et je prends la plainte et bien entendu, je prends toujours un double avec un tampon. Là, rentre en fonction François Biljeune, donc à l'époque ministre de la Justice, qui dit on veut pas de scandale sur la place, donc on va rendre argent. La notaire doit démissionner avant la fin de l'année. Moi, j'avais une société en bis-bis. Franck Coustet pourra la battre, on lui donnera une indemnité. Quant à vous, vous serez, Franck Loritier aussi, sera indemnisé. Voilà, ça c'est le deal de François Biljeune. Très vite, deuxième rendez-vous, il y a Jean-Claude Juncker qui viennent. Alors, on ne sait pas pourquoi ils sont là, hein, mais eux, c'est pour le scandale. Oui, parce que voilà. Comment se fait-il que pour un héritage, c'est comme si aujourd'hui, nous avions en France, par exemple, Monsieur X hérite en France et Madame Borne et Monsieur Dupond-Moretti viennent se mêler en gros de l'héritage. C'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est complètement ça. Il faut que les gens comprennent ce qui se passe. Voilà. Moi, je trouvais ça déjà curieux, mais bon, on laisse tomber. Jusqu'en mars 2013, où je m'aperçois qu'en réalité, ma société a été mise définitivement en faillite, que la notaire est toujours en fonction alors qu'elle aurait dû vendre son étude à la fin de l'année, soi-disant. Et donc là, je dis, maintenant, ça peut plus durer. Il dit, non, ça peut plus durer. Et il demande donc à Jean-Claude Juncker de pouvoir porter plainte. L'après-midi même, il sera victime, on va le dire, d'un acte criminel par un bus de la ville de Luxembourg. C'est plus un accident, hein. Il était cardiaque, il aurait pu bien entendu en mourir, et finalement c'est sa femme qui aura 3 vertèbres déplacées. Et là, donc, on rencontre le procureur général qui est à l'époque Robert Biver. Robert Biver, donc je lui dis de prendre les plaintes, il prend ses plaintes, il les amène à Robert Biver. Biver, il dit, vous savez, une plainte, ça dure 2 ans. Et puis là, il regarde et puis il tombe sur donc le cachet du parquet général et puis il commence à zioter. Et puis
À la quatrième fois, il dit, écoutez, revenez demain, je comprends pas, cette fois, cette plainte aurait dû atterrir sur mon bureau, donc on lui avait détourné sa plainte sur son bureau. Donc le lendemain, il dit, écoutez, j'aime mon pays, alors on va rendre l'argent, on en restera là. Et on était resté à 35 millions d'euros, c'est-à-dire 23 millions le 11 juillet 2012 par la notaire Venandi, plus 12 millions que la notaire avait volé, soit 35 millions d'euros au total. Et là, donc, Robert Biver, il découvre 125 millions d'euros. Et on connaît ceux qui ont volé. Famille Grand-Ducal, c'est d'ailleurs elle aujourd'hui qui fait le grand pas pour ne pas ébruiter cette affaire. Donc on va en parler de la famille Grand-Ducal. Il y a bien entendu Jean-Claude Juncker. Ah, c'est pour ça qu'ils ont en fait mis les mains dans le cambouis parce que eux-mêmes étaient confrontés à des vols. Mais ce qu'ils veulent surtout pas que je découvre, c'est bien entendu l'assassinat de François Elzeldinger au mois de juillet 2009, au moment du testament. Et ce qu'ils ne veulent pas que je découvre, c'est les tentatives d'assassinat. Donc, en fait, ils font des papiers, ils font signer des papiers. C'est pour ça qu'on connaît les traces des virements ainsi que les virements, mais ils n'en donnent pas de double. Et là, je dis à mon ami, je dis arrête. Comme il ne pouvait pas me prendre à cause de sa femme qui posait beaucoup de problèmes, du coup, en fait, il continue, mais je lui ai dit d'arrêter parce qu'en fait, ils allaient le baiser pour parler vulgairement. C'est ce qui est arrivé. Puisque Juncker, en juillet 2013, il y a une autre affaire qui vient derrière. Et Juncker, en fait, dit aujourd'hui, eh ben, écoutez, je ne pourrai plus rien faire parce que je ne suis plus Premier ministre. Pour l'instant, on devra en octobre 2013 le faire. Et il ne se passera plus rien. Voilà. C'est ce qui se passe jusqu'en 2014 où je saisis la justice et je dis au juge d'instruction, qui juge de ma recevabilité, évidemment, puisque je dis deux choses importantes. Je dis d'une part qu'il y a eu des tentatives d'assassinat, des actes criminels plus que suspects. Donc déjà, elle sait qu'il va faire une enquête criminelle, ce qui fait que ça fait force de police. C'est-à-dire que c'est pas simplement de dire je peux juger de l'irrecevabilité si je veux pas, mais non, c'est qu'elle doit enquêter parce qu'on a prévenu quelqu'un qu'il y a eu des actes criminels. Même en France, tu préviens un procureur de la République en tout anonymat qu'il y a peut-être eu un assassinat, il doit enquêter. D'accord ? Alors voilà, donc, pour résumer ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je dis, moi, j'ai été victime. Attends, le deuxième point, je résume l'affaire pour les gens, parce que c'est une affaire technique, donc il faut la comprendre. Voilà, c'est comme si Madame Borne, Monsieur Dupond-Moretti tuait, je ne sais pas quel millionnaire de France, qui prenait son argent et le mettait à disposition du parti En Marche. Voilà, pour faire simple. Voilà. Pas seulement. Deuxième point. Pas seulement. C'est qu'il arrose tous les partis politiques pour être tranquille. Il arrose tous les partis politiques, et il arrose LR, il arrose NUP, il arrose le RN, etc., ouais, avec l'argent de cet héritage. Voilà ce qui se passe au Luxembourg, quand on dit que c'est une démocratie. Vas-y, deuxième point. Ouais. Alors là, on va en parler de ça surtout. Et donc, deuxième point, ce qui est important également, c'est que elle savait que ma plainte était recevable puisqu'elle avait reçu tous les documents, des disques montrant des enregistrements, montrant que j'avais un intérêt direct à agir par des créances à la fois écrites sur des papiers, mais également, si tu veux, par des enregistrements oraux de l'héritier au moment des faits. Héritier qui se désistera un an plus tard, donc après 2014, après ma constitution, parce que je suis victime d'X tentatives d'assassinat et que lui-même, par son fils, il a eu quelques problèmes. Donc, il dit, moi, je ne veux pas être mêlé à ça. Donc, tu prends tous les accords, je te signe comme quoi je te rétribue tout, je te cède tous mes droits, aussi bien financiers, juridiques et autres, pour que tu puisses agir directement. Tu t'es déjà constitué, donc tu n'as aucun souci, tu ne me demandes plus rien, et tu me rétrocèdes le jour où tu reçois quelque chose, tu me rétrocèdes une somme forfaitaire. Voilà le discours qui a été tenu. Et la juge d'instruction, je lui ai écrit au mois de juin 2015, donc un an plus tard, en août, et rien du tout. Elle me répond pas. Donc je décide d'y aller en septembre, et là, donc je tombe sur la greffière qui me dit, écoutez, attendez un peu, on termine, et on va le renvoyer au parquet, et vous pourrez aller voir au parquet. Très bien. À partir de ce moment-là, si vous voulez, je repars donc au mois d'octobre 2015. Et là, au mois d'octobre 2015, je viens voir le parquet. Et le parquet me dit non, c'est pas là, il y a rien. Non. Alors du coup, je traverse puisqu'il y a c'est la cité judiciaire, c'est une simple allée. Je traverse donc le parquet pour aller à la cité de l'instruction, cité judiciaire de l'instruction. Et là, on me dit mais non, ça a été renvoyé depuis le 15 octobre 2015. C'est très important cette date.
Parce qu'au même moment de cette date qui avait été donc où le juge d'instruction renvoie le document, renvoie le rapport, donc elle a forcément écrit, elle n'a pas dit tenez, je vous donne le truc, allez démerdez-vous les gars. Non, elle a écrit quelque chose. Tu comprends? Tout le monde le dit d'ailleurs, hein, bien sûr, moi je le sais. Et quand je descends là, elle me dit, vous savez ce qu'elle a demandé? Je dis non. Il y a quelqu'un qui m'alpague du parquet, il me dit, elle a demandé l'arrestation de Jean-Claude Juncker. Je répète, elle a demandé l'arrestation de Jean-Claude Juncker, Oui, de François Biljon et de Martine Venandi. Oui, mais à l'époque, on a exfiltré M. Juncker à l'Europe. Et donc, il était intouchable. C'est encore plus grave que ça, c'est que la France avait été prévenue dès octobre 2013 et ça a intéressé la France que Juncker soit président de la Commission européenne. Parce qu'avec mes plaintes, eh ben, il le tenait par les couilles pour parler vulgairement. Voilà la vérité des choses. C'est pour ça que la France, c'est une affaire d'État avec un S. Pour ça que la France, depuis déjà 2014, ne fait rien dans mes dossiers. Rien du tout. Ça a été repris d'ailleurs. Pour toi, Juncker était en gros la marionnette de la France au sein de l'Union européenne? Je pense que Juncker ne devait pas trop chatouiller la France, sinon on ressortait. D'ailleurs, en 2016, quand ils me mettront en prison, c'était Xavier Bettel qui était Premier ministre. La première chose qu'ils feront, c'est que Bettel, qui était donc au Conseil de l'Europe, hein, enfin qui était à la Commission européenne, est allé voir Hollande pour lui dire on vient d'arrêter Franck Coustet. Le 22 août 2016. Il était obligé, j'étais ressortissant français. Comment s'est passée ton arrestation, justement? Oh, très mal, très mal. Ils ont menti, c'est-à-dire qu'en réalité, je venais voir mon dossier à chaque fois, et en réalité, si tu veux, ils me disaient que il y avait jamais rien. Mais je voudrais revenir à 2015 avant de parler de mon dossier de la prison. C'est-à-dire qu'en 2015, c'est très important, au moment où le juge d'instruction rend les réquisitions pour l'arrestation, on va le répéter, de Jean-Claude Juncker, de François Biljon, ainsi que de Martine Venandi, ce qui se passe dans le même temps, c'est que je suis victime d'un acte criminel, d'une tentative d'assassinat dans la piscine de Tournai, et donc l'héritier qui n'était plus l'héritier, mais qui avait effectivement donc cédé ses droits. Cette tentative d'assassinat. Bah, c'est très simple, j'étais dans la piscine, il y a un couple qui est arrivé, et la nana avait quelque chose dans la main. Quand je l'ai vue, elle s'est barrée, elle a laissé tomber le truc, on n'avait plus de preuves pour le faire, mais il y avait une picouse, donc elle voulait certainement me mettre quelque chose dans le veine pour que j'ai une crise cardiaque ou pour que j'ai quelque chose. J'ai porté plainte en Belgique. Il y a des caméras partout. La Belgique ne fera rien. J'ai même la voiture, quand ils sont ressortis, ils ont même fait avec les plaques minéralogiques luxembourgeoises. J'ai tout dit à la justice belge. Ils n'ont rien fait. Rien. On a un coucou de Christophe Barbès qui est du Luxembourg. Il dit petit bonjour du Luxembourg. Merci pour ces nouvelles. Ouais, partagez surtout au Luxembourg. Alors, je me suis trompé, ça veut dire que des gens du Luxembourg nous regardent. Partagez au Luxembourg parce que c'est très important pour les élections qui arrivent là au mois d'octobre. Donc, en réalité, si tu veux… Justement, c'est, je crois, le parti majoritaire, le parti de Juncker, qui s'appelle comment déjà exactement? Le CSV, c'est le parti chrétien. Voilà. Qui aussi, par l'entremise de M. Juncker, a cherché à t'assassiner. Donc, tu n'as pas eu que cette tentative d'assassinat. Non, mais j'en ai eu une vingtaine. J'en ai eu une vingtaine depuis 6 ans. Et j'en ai une qui traîne là depuis le mois de 2020. Le procureur de la République de Nancy me répond toujours pas aujourd'hui. C'est ça qui est grave. Alors qu'il avait 2 ans, il devait me répondre. Donc tu as porté plainte en France, tu as porté plainte en Belgique. J'ai 32 classeurs de plaintes. J'en ai concernant la France au moins 8, puisque l'essentiel des actes criminels ont été conduits en France, menés en France, pour plus de 17. J'ai alerté le procureur général de Douai à l'époque de revoir, parce que les procureurs de la République ne voulaient pas enquêter. Et bien, à chaque fois, et on en reparlera après, à chaque fois, les procureurs de la République, comme Hugues Verrem, ou le procureur général sera muté, promu. Plus grave, on va en arriver à ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire sur ce qui s'est passé et la raison, en fait, de cette vidéo, parce que ça, c'est de la répétition. Enfin, c'est de la répétition tout en donnant des éléments supplémentaires, mais c'est de la répétition parce qu'il y a des choses encore plus graves qui se sont déroulées ou qui continuent, si tu veux, à se dérouler. Et là, ça commence à bien faire. Là, il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que là, les gens prennent conscience que soit on l'a fait nous-mêmes, la justice, soit il y a une justice, mais pas une justice qui va être parcellaire et essayer de te charger. C'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, en fait. On n'essaye pas de découvrir la vérité, on essaye de te charger. C'est comme ça que je le vis depuis déjà longtemps. À la justice. Pour toi, la justice, c'est un mot galvaudé? Ah oui, il faut la changer, là. Là, ça va plus du tout. Là, tu vois, j'ai du harcèlement encore, 5 fois arrêté, là, par la police.
depuis un mois, en Au voiture, Luxembourg ou en France? en France, en France, en France, en Pour quel France. prétexte il t'arrête? Pour des plaques, pour des choses, pour des papiers, pour des trucs. La dernière Et fois, qu'est-ce qui c'était se les passe? Ils douanes. t'arrêtent, ils te mettent en garde à vue, ils te mettent en Non, non, cellule. non, Comment non, ça se non, passe? non, ils veulent me faire chier, quoi. C'est du harcèlement, c'est du harcèlement. Ils veulent me faire chier. Ils voulaient savoir si j'allais au Luxembourg pour prendre des cigarettes, comme s'ils n'avaient pas vu ma voiture. Juste avant, donc quand je suis parti le dimanche, j'étais venu. Il y a une voiture qui s'était fait arrêter juste devant moi. Et quand je suis revenu, c'était moi. Ils m'ont suivi 10 minutes avant, hein, avant de m'arrêter. Tu comprends? Soi-disant, ils avaient vu le dernier logo 74. Ouais, en me prenant pour un con depuis le début. Je te dis 5 fois arrêté depuis un mois. Mais ça, bon, c'est un C'est-à-dire détail, c'est un détail. Mais qu'aujourd'hui, bah comment aujourd'hui, je tu portais vis plainte contre aujourd'hui? Parce que, Darmanin, quoi. Aujourd'hui, je portais plainte contre Darmanin parce que ça alors, commence à bien on faire. va en parler, Ça mais moi, suffit. je voudrais savoir. T'inquiète pas. On en parle tout de suite. De toute façon, on est là longtemps ensemble, hein. Ah, Moi, ce que je veux savoir, c'est comment tu vis aujourd'hui, toutes ces années, sous cette pression de l'État français, de l'État luxembourgeois, de la police, de la justice contre toi, de cette tentative de meurtre. Comment tu vis ça aujourd'hui? mais, Comment tu arrives écoute, à le vivre? mais parce que j'ai une soif de justice. Moi, je suis un mec droit dans mes bottes. Et j'ai une soif de justice pour laquelle je veux que les gens soient vengés. Enfin, ils ont quand même assassiné 4 personnes dans cette affaire. Je ne vais pas parler de tout ce qui s'est passé. Ils ont tenté de me tuer par onde électromagnétique en empoisonnant un appartement en 2014. Finalement, en fait, il y aura la naissance d'une de mes filles qui aura effectivement un pied beau. Et la voisine, par les ondes électromagnétiques, elle avait un cancer en rémission qui décédera sur le champ par un cancer violent, parce que des ondes électromagnétiques, tu sais, c'est d'actualité, hein. Tu comprends ce que je veux dire aujourd'hui, Bien sûr, hein? évidemment. Bien sûr. Enfin, pour ceux qui comprennent un peu ce qui se passe. Moi, je l'ai vécu en 2014. Cette affaire, c'est un microcosme de tout ce que vous vivez. On me bloque parfois mon argent, ma carte bancaire, quand j'ai voulu faire des plaintes. On me fait chier au quotidien. Et On me avec ta fait chier au famille, comment ça quotidien. se passe? Mais, Est-ce mais, mais, mais ça, est-ce qu'ils mais ça menacent se ta passe. famille aussi? Ah bah, ils l'ont menacé, hein. Il y a eu une plainte en 2016 concernant donc un percement du réservoir sur le pot d'échappement pour faire exploser la voiture. J'ai porté plainte auprès du parquet de Thionville. Ils ont entendu, hein, d'ailleurs, mon ex, c'est tout. Enfin, ils n'ont rien fait de plus, hein. J'ai aujourd'hui, à mon nom, j'ai fait des plaintes systématiquement. La dernière date d'octobre 2020, une arbre, ils ont mis sur le commodo, ils ont mis en fait un alliage léger, ce qui leur a permis dans un virage que je ne puisse pas tourner, que je ne puisse pas freiner. Tout ce que j'ai pu faire, c'est de prendre le frein à main et je me suis retrouvé de l'autre côté de la route. Sinon, j'allais dans un mur. Il n'y a rien. Ils voient rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Je sais qui c'est, hein. Enfin, je sais, je vois bien qui c'est. Il n'y a rien. Il n'y a C'est toi rien. qui sais. Bah, bien sûr, c'est les services de renseignement français, c'est le ministère de l'Intérieur français, évidemment. Enfin, faut arrêter maintenant, hein. Il faut dire les noms, hein. Il y a Pourquoi? Monsieur Parce qu'il y a eu un Darmanin. deuxième J'imagine livre. que voilà, Monsieur Darmanin est aussi, d'après toi, partie prenante. Évidemment. Monsieur Darmanin et Dupond-Moretti, à qui j'ai écrit, il m'a pas répondu. Mais attends, il y a des choses mais gravissimes qui se sont déroulées avec les procureurs de la République. Par exemple, cette tentative d'assassinat en octobre 2020, le procureur de la République de Nancy, donc, c'est même pas Nicolas Pagès d'ailleurs, je crois que c'est Nicolas Pagès qui m'a répondu, ou enfin bref, l'actuel m'a répondu, bon, on classement sans suite. Mais dans le même temps, j'avais enregistré, mais malencontreusement, en plus, je l'ai pas fait exprès, c'est parce qu'on m'avait appelé au tribunal de police, donc j'ai dû répondre pour le non-port du masque. Donc, j'étais en train de regarder une vidéo sur YouTube, j'ai pas pu l'arrêter, j'ai appuyé 2 fois et l'enregistrement s'est déclenché. On me conserve un téléphone sans droit, toujours dans ce parquet à Nancy. Eh, on est où là? On est encore dans un pays de droit ou on est dans une république bananière? On est dans une dictature surtout. Pourquoi? Parce que dès 2017, quand j'ai écrit au président de la République, il a pris ses attaches auprès du grand-duc et autres. Il a reçu le grand-duc en 2018. Je le dis et je le répète, il y a eu entre Macron et le grand-duc un arrangement. Un arrangement financier, hein, parce qu'il n'y a que ça qui compte pour lui. Et donc, ils ont pu continuer, ils ont pu perpétrer leurs actes criminels. Et puis la France l'y a aidé.
Regarde, j'ai pris ça parce que regarde un peu les enregistrements, regarde les écoutes que j'ai. Et ça, c'est rien parce que ça, c'était la version antérieure. Bah, c'est des on m'enregistre sur des néons dans ma chambre. Voilà. Donc ça, c'est encore le grossier. Alors, attends, ça, c'est intéressant. Ça, ce sont des micros posés dans tes lampes. Dans ma chambre. Dans ma chambre. Qui ont eu lieu juste avant de me faire arrêter pour le non-port du masque parce qu'ils savaient que j'allais là-bas, à la gare. Et ils m'enregistrent tout le temps. Ça date de quand, ces micros-là? Mais ça date de février 2021. Et c'est que ça. Et maintenant, c'est autre chose. Hein. Maintenant, ils sont dans des micros beaucoup plus professionnels, mais ils m'écoutent encore. Tout est prétexte. Éventuellement, comment tu as trouvé ce micro? C'est-à-dire que tu sentais qu'il y avait quelque chose au niveau de ta langue, peut-être que ça faisait des petits flashs, des choses. Pourquoi j'ai trouvé ce micro? Alors, je l'avais vu depuis longtemps et je voulais pas l'enlever, sauf que mon ami avait des problèmes d'ondes parce que forcément, ils émettent des ondes électromagnétiques. Ce qui s'est passé, c'est encore plus grave que ça. C'est-à-dire qu'en réalité, donc le 1er janvier donc 2021, on était ensemble avec mon ami donc au lit. Hein, il était déjà 1h du matin. On ferme la lumière. Et elle me dit, t'as vu là? T'as vu? Il y a une lumière. Je dis, oui, t'as vu? Il y a une lumière dans la lampe. Je dis, bah oui, elle va s'éteindre. C'est une lampe incandescente. Elle va s'éteindre tôt ou tard. 1 heure plus tard, la lampe ne s'éteint toujours pas. Et il y avait donc, là j'ai compris, il y avait toujours donc une émission, donc un LED, une espèce de LED. Le lendemain matin, je n'ai pas les outils pour défaire le lampadaire. Et mon voisin n'était pas là. C'était le 1er janvier, hein, donc seulement donc le 2 janvier. Seulement, le problème, c'est qu'on devait faire des courses puisqu'à l'époque, il y avait la fermeture des magasins à 18h. On n'avait plus rien pour manger. Donc, on est allé à 300 mètres dans un magasin pour le faire entre 5h30 et 6h moins le quart. Et donc, entre 5h30 et 6h moins le quart, le lampadaire a été défait et ils ont défait quoi? Une caméra. On l'a vu parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le remettre. Donc, en fait, il est tombé d'une masse. Donc, déjà, on était écouté en janvier 2021. Au point que comme il y avait des choses, il y avait certainement d'autres micros, j'ai changé de chambre. Et c'est dans le changement de cette chambre qu'en réalité, j'ai découvert ce néon. Je l'avais vu, mais ils l'ont fait avec une voiture que j'avais reconnue. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais parti raccompagner mon ami et bien entendu, donc il y a des gens qui me suivent. J'avais repéré ces gens, repéré la voiture qui me suivait. Donc, pendant ce temps-là, ils étaient certains que j'étais parti et ils ont reposé, donc ils ont remis une écoute sur dans mon néon. Voilà. Mais comme mon ami était sensible, j'allais dire aux ondes, et ben là, je les ai enlevés et il y a certainement encore d'autres micros autre part. Encore à ce jour d'ailleurs, de manière plus professionnelle. Et c'est d'ailleurs en m'écoutant qu'ils ont pu tenter de m'assassiner en octobre 2020, puisque ils savaient que j'allais aller sur le Luxembourg. J'avais discuté avec un ami, comme quoi donc j'allais là-bas. Et par conséquent, ils savaient que j'allais m'orienter. Donc, ils m'ont pris avec une arme sonique, parce que les gens pensent que, voilà. Non, c'est une arme sonique. Alors, j'explique parce que c'est Vas-y. Tout ce qui se passe actuellement, ça concerne tout le monde. Tout le monde. Je dis bien tout le monde. Regardez comment on s'y prend. Moi, je connais, voilà, bref. Voilà, j'ai un passé, comme on dit. C'est ce qui m'a sauvé, hein. C'est ce qui m'a sauvé, je le répète. Donc, mais je faisais pas ça, moi. Hein. J'étais juste là pour aimer mon pays. J'aime mon pays. Mais qu'est-ce qu'il en reste, quoi? Enfin, qu'est-ce qu'il en reste de mon pays? C'est dramatique. Ce qui devient, c'est dramatique. C'est plus la France. Revenons sur l'arme sonique. Bref, sur l'arme sonique, c'est très simple, en fait. L'arme sonique, c'est simplement une arme qui met des impulsions donc électromagnétiques. Cette arme à faisceau dirigé permet, lorsqu'on a fait une pause de quelque chose, là, ils avaient mis donc un fil en alliage léger qui permettait de couper les commandes. C'est-à-dire que même si je réagissais, tout électromagnétique aujourd'hui, même si je réagissais, ils arrivaient par l'arme sonique à couper toute commande. Donc, les commandes n'obéissaient plus, elles étaient bloquées. Et quand ils ont dû leur enlever cette arme sonique parce que je bougeais, eh ben, si tu veux, toutes les commandes se sont mises en route
elles étaient bien entendu donc compensées, c'est-à-dire qu'elles étaient multipliées par rapport à tous les effets que j'avais pu faire avant. Et c'est pour ça que moi j'ai donné un grand coup au frein à main, parce que sinon on aurait dit, bah, Monsieur Coustet, il est allé directement dans le mur parce qu'il savait pas conduire, Monsieur Coustet. Bah, ils auraient même dit que tu aurais voulu te suicider. Bon, pourquoi pas? Oui, sauf que ce qu'ils ne savaient pas, parce que mon fils n'avait pas son portable, ça veut dire aussi qu'on est géolocalisé en temps réel. Ça aussi, il faut que les gens comprennent ce que ça signifie, hein, pour pouvoir avoir ce genre de choses. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en réalité, cette arme sonique n'avait pas pris en compte que mon fils était avec moi et qu'il aurait pu être tué, parce que c'est sur sa portière qu'on est arrivé. D'accord? Quel âge il avait à l'époque, ton fils? Bah, mon fils avait 18 ans. Voilà, mais c'est que ça. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont un problème avec toi, ils sont prêts à tuer toute ta famille parce qu'ils ont un problème avec toi. Mais ils ont un problème avec moi, ils n'ont pas un problème avec moi. Ils ont un problème avec moi parce que je dis la vérité et que cette vérité, normalement, devrait conduire tous ces salopards en prison pour assassinat et non pas simplement pour détournement. C'est ce qu'ils voudraient éventuellement faire. C'est pour ça que toute la suite est importante. Le plus grave, si tu veux, c'est que en fait, ils ont cru que j'avais simplement compris qu'il y avait eu des détournements, quand j'ai bien compris qu'en fait, il y avait eu assassinat. Ils ont tout fait pour garder cet argent et assassiner tous ceux qui pouvaient se trouver sur leur chemin sans rendre cet argent. Alors que tous ceux dont on parle, ils ont du fric, quoi, vu déjà ce qu'ils ont gagné. Quel est le bilan du nombre de victimes et quel est le bilan financier, enfin de gains, qu'ils ont réussi à avoir? Bah pour l'instant, ils ont réussi à mettre de côté 125 millions d'euros. Donc, 4 personnes assassinées et 125 millions d'euros qui se sont partagés. Tout à fait. L'État luxembourgeois. Entre l'État luxembourgeois, entre les... un peu. Bien sûr. Et puis tout le monde, c'est-à-dire le Grand-Duc, 32 millions et demi, famille Grand-Ducale, 32 millions et demi, Juncker, c'est 7 millions d'euros. Bill Jeune, je vais en raconter une bonne, parce que là, ça commence à bien faire. Je viens d'apprendre que j'ai un casier judiciaire, justement, en passant au non-port du masque. Je viens d'apprendre que j'ai été, donc, parce que maintenant tout est européen, tout est centralisé. Donc, j'ai 3 condamnations au Luxembourg, je le dis parce que c'est très grave, hein, ce qui se passe. 2 condamnations pour taxe de roulage. Alors, j'y reviendrai. C'est la vignette à l'époque française, c'est-à-dire parce que tu n'as pas payé ta vignette, d'accord? Et une troisième pour menace d'attentat, quand je suis venu voir pour mon dossier en tant que partie civile. Voilà comment ça s'est passé en prison. Voilà, ils ont décidé que c'était menace d'attentat. On va parler de ta détention, mais avant, je sais que tu as toutes les preuves. Est-ce que tu en as parlé à des médias nationaux, que ce soit luxembourgeois ou français, et qu'est-ce que ces médias t'ont répondu malgré les preuves que tu as apportées? Alors, je vais t'en donner une. Je vais donner un scoop aux luxembourgeois qui nous regardent. Je suis venu une première fois, quand ils ont vu, parce que tout le monde doit comprendre, si tu veux, que dans un média tel que les médias luxembourgeois, ils sont bien entendu financés par l'État. Donc, la première fois que l'Essentiel, donc le journal L'Essentiel, a découvert que Jean-Claude Juncker faisait l'objet d'une plainte pour une enquête criminelle, il a bien su que c'était vrai. Vous comprenez bien, et les gens doivent le comprendre, que un personnage qui a été Premier ministre pendant 18 ans, si un juge d'instruction juge recevable une enquête criminelle, c'est lui qui a déterminé le type d'enquête à faire. Tu comprends bien que ça veut dire déjà qu'il y a un faisceau de présomption. Il y a déjà des preuves qu'elle a accumulées pour montrer qu'il y avait forcément quelque chose qui s'était passé. Tu comprends? Premièrement. Deuxièmement, c'est qu'en réalité, quand je me suis constitué partie civile, elle a jugé que c'était vrai par rapport à tout ce que j'avais apporté, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a un veto de la famille Grand-Ducale. Parce que la famille Grand-Ducale, elle doit rendre l'argent. Et elle ne veut pas rendre l'argent. Oui, mais donc, les médias, les journalistes, et les journalistes, le métier est d'enquêter. Eux, qu'est-ce qu'ils te répondent? Ils te disent quoi exactement? Bah, le quotidien, par exemple, excuse-moi, le quotidien dit tout simplement, écoutez, vous comprenez, je reçois des subventions. La deuxième fois, ils m'ont dit, alors, je reçois des subventions. Vous savez ce qui intéresse les gens? Tu leur donnes des preuves, tu attends, dis, oui, attends, voici les preuves. C'est encore plus grave que ça, Mike. Mais non, mais rien, parce qu'ils me disent, vous savez, on est subventionné par l'État. Puis vous savez ce qui intéresse les gens? C'est le football.
du pain et des jeux, quoi. Et Voilà en France, pourquoi ils peuvent parler. j'imagine que tu es parti en France aussi. Je suis parti en Et France c'est avec tous les journaux la même principaux. réponse. Mais même Mediapart, je les ai prévenus en premier en 2013, voilà, rien. Depuis maintenant 10 ans, là, j'ai renvoyé parce qu'ils veulent juger de l'irrecevabilité. C'est d'ailleurs de ça dont on va parler ensuite. Hein. Ils veulent juger de l'irrecevabilité lundi sans avocat, sans que j'ai aucun avocat, parce que tout simplement, en fait, l'avocat avait été Alors, choisi au c'est-à-dire, Conseil attends, d'État. lundi, alors là, parce que là, c'est quand même dingue là ce qui va se passer, ce que tu me dis. Mais de non-droit, du non-droit sur toute la ligne. C'est-à-dire que lundi, ils vont déclarer ça irrecevable. Irrecevable. Comme ça, il n'y Pour a quelle plus de raison? plainte, il n'y a plus rien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ton affaire qui est là depuis presque 10 ans Voilà. sera éjectée par la Voilà, justice. bien sûr, Alors raconte-nous, luxembourgeois. raconte-nous. Mais c'est très simple, en fait. Ils jouent sur les délais. Ce qui s'est passé très simple, mais c'est très salopard. Hein. Ça montre à quel point il n'y a aucune indépendance dans cette justice. Hein. Ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que, comme je disais, donc, je vais revenir sur plusieurs points que j'ai pas traités, excuse-moi, parce qu'on part toujours. Vas-y. En 2014, je me suis constitué. En 2014, le juge d'instruction m'a demandé donc une caution pour pouvoir instruire, ce que j'ai fait. Je découvre juste après ma déposition donc de constitution de partie civile, je vais à l'état civil et je découvre non pas comme l'avait dit l'héritier que c'était en 2010 que le principal légataire donc François Huseldinger était décédé, mais le 8 juillet 2009. Et là, j'ai compris que c'était au même moment où il m'avait proposé la donation et que forcément il avait été assassiné puisque le 8 juillet 2009 dans ces eaux-là, le 10 juillet, je découvre moi le testament. Je l'ai vu une fois le testament, d'accord? Je l'ai vu une fois le testament. Et le testament disait que mon ami héritait de tout, mais on ne savait pas de quoi, puisqu'il devait y avoir une annexe qui devait être apportée, donc un actif. Et pendant que cette annexe devait être faite par le notaire, eh ben, ils ont assassiné le légataire. La veuve, elle pense que le dossier est fait, puisque le notaire lui dit que le dossier est fait, et elle découvre qu'en réalité, la donation n'est pas faite en 2011, et elle sera victime d'un acte criminel. Oui, mais quel argument est-ce qu'ils ont utilisé pour déclarer ça irrecevable? C'est parce que lorsque je me suis constitué, comme Francis négociait pour moi en 2014 et pour lui, et que j'avais obtenu un certain nombre de choses du parquet, moi, j'avais un mandat de lui et je représentais également mes intérêts. Dans mes plaintes, il y a ses intérêts et les miens. Donc, j'ai groupé les intérêts en disant, voilà, Francis Bach et moi-même, nous avons un intérêt direct à agir. Et là, ils ont jugé 4 ans plus tard, enfin 5 ans plus tard, de l'irrecevabilité en me disant, c'eût été à M. Bach de se constituer partie civile. Sans quoi je réponds, vous pouvez éventuellement dire que M. Bach aurait dû se constituer lui-même, mais vous ne pouvez pas rejeter ma demande en tant qu'irrecevable, puisque moi, je suis confronté directement à cette affaire et que j'ai des préjudices énormes depuis 2009 où je devais recevoir cette somme. Donc, vous devez continuer ma plainte et juger de l'irrecevabilité pour celle de Francis Bach, où éventuellement il se constituera, ou ses enfants se constitueront, puisque ce que j'ai oublié de dire en 2015, quand le juge d'instruction rend les réquisitions, c'est que moi je suis victime d'une tentative d'assassinat, mais que Francis, on l'immole par le feu. Il s'est immolé par le feu, et il en est mort un mois plus tard. C'est lui qui s'est immolé par le feu ou j'ai des gros doutes, on l'a immolé par le feu? Moi, je pense qu'on l'a immolé par le feu. Il a eu certainement. Bah non, il n'y a pas eu d'autopsie. Il était vivant, mais il était dans un degré, si tu veux, complètement. Il était complètement déphasé parce qu'il était mal, très très mal. Mais pour faire cet acte-là, si tu veux, il a certainement dû, tu sais bien, les ondes peuvent être positives comme négatives. Et visiblement, là, elles étaient négatives, ces ondes. Voilà ce qu'il faut dire aussi. Et je reviens juste à l'arme sonique. Aujourd'hui, avec vos voitures hyper connectées, c'est des meurtres en cascade qu'il va y avoir demain et on jugera que ça sera des accidents. Je vais juste revenir là-dessus. On peut arrêter l'ordinateur central, quoi. On peut faire ce qu'on veut avec une voiture aujourd'hui grâce à l'électronique qu'il y a dedans. Moi, c'était une vieille voiture, donc ils ont réussi à mettre un commodo pour pouvoir le détourner et la voiture est morte. Irrecevabilité, voilà. Toi, tu as répondu à leur irrecevabilité. Qu'est-ce que eux, après, ont donné comme argument? Alors, ça, on va y venir parce que c'est ça aussi que je voulais dire aujourd'hui. Voilà. L'irrecevabilité dit vous n'êtes pas apte à vous constituer, enfin, vous n'êtes pas apte à vous constituer à la place de Francis. Je ne me suis pas constitué à la place de Francis. Je me suis constitué pour moi et pour le cas avec Francis, évidemment. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que
même s'il juge de l'irrecevabilité, je dois voir le travail du juge d'instruction qui a travaillé pendant 1 an. C'est très important, ça. Il faut que les gens le comprennent. C'est que même si on juge de l'irrecevabilité en tant que partie civile, la partie civile constituée au moment des faits doit voir le travail du juge d'instruction qui a travaillé pendant 1 an et qui l'a rendu le 15 octobre 2015, alors que je m'étais constitué en août 2014. D'accord? Bien. Et elle n'a pas jugé de l'irrecevabilité a priori, c'est-à-dire qu'elle aurait dû normalement dire non, vous êtes irrecevable, s'il n'y avait rien eu, ou non, non, il n'y a rien dedans. Tout de suite, en 2015, elle disait ça, elle me le renvoyait à moi, et elle informait le parquet. C'est pas ce qu'elle a fait. Elle renvoie un document, et je sais de sources sûres par le parquet même, par quelqu'un au parquet qui dit, vous savez ce qu'elle a demandé? J'ai dit non, elle a demandé l'arrestation de Jean-Claude Juncker, de François Biljeune et de Martine Venandy, la notaire. Voilà ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'on est victime d'actes criminels, d'assassinats, parce qu'il pensait que le parquet nous aurait donné le travail du juge d'instruction. Il faut bien le comprendre, il faut que les gens le comprennent bien. Et donc là, normalement, j'ai dit, bon, alors on fait appel. Alors, pour la petite anecdote, quand je fais appel, je donne les enregistrements oraux. Je donne les enregistrements oraux à l'avocat. Les enregistrements oraux seront retirés de mon disque dur parce que par l'électricité, ils arriveront à m'enlever les preuves. Bon, j'en avais des dizaines, j'ai réussi à le faire. Mais même là, ils m'enlèveront les preuves. C'est-à-dire que tu n'as plus de preuves aujourd'hui à donner? Non, si, mais bien sûr que des tonnes, si, des tonnes partout. Tu as les dossiers mais ce que je veux dire, non. À l'époque, en 2019, quand tu as le juge de l'irrecevabilité, je renvoie une pièce montrant que j'avais un intérêt direct à agir en montrant l'enregistrement de Francis qui me disait tu vas aller chercher ton argent, on a négocié au ministère, je vais te donner la feuille, voilà. Donc ça, il fallait pas le montrer parce que ça montrait que j'avais un intérêt direct et qu'il avait négocié pour moi et que tout était déjà fait d'ailleurs en 2014. Enfin, fait dans les premiers pas, puisqu'à l'époque, il ne restait plus que 50 millions. Il n'avait pas retrouvé tout l'argent, il ne voulait nous rendre que l'argent qu'ils avaient réussi à récupérer, c'est-à-dire 55 millions. Et j'en avais d'ailleurs plus à récupérer que mon ami. C'est pour ça que j'avais un intérêt direct. Et donc, en envoyant ça à l'avocat, ça prouvait que j'avais un indirect et qu'on ne pouvait pas juger de l'irrecevabilité au motif que j'étais directement en action dans ma plainte. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en attendant 4 ans? Ils préféraient que les délais soient fort clos pour pas juger d'une tentative ou d'un assassinat. Parce que chez eux, l'assassinat, il est recouvrable pendant 10 ans, alors que là, c'était en suspens. Mais pourquoi d'ailleurs ça a été jugé en 2019? Il faut l'expliquer aussi ça. C'est parce que je vais à la cour d'appel en disant c'est délai trop long. Au-delà de 2 ans, c'est un délai trop long. Donc je préviens la cour d'appel de Luxembourg en disant Monsieur le procureur d'État, Monsieur Jean-Paul Friesing, qui n'est autre que le cousin germain de l'épouse de Juncker, en plein délire, hein, le cousin germain de l'épouse de Juncker, qui fait cette affaire. Eh ben, il est au fait de cette affaire. Et donc, là, il dit, bon, c'est irrecevable en 2019, parce qu'il est obligé de prendre position. Et aujourd'hui, en 2023, janvier 2023, où ça en est? Alors, justement, c'est pour ça qu'on en arrive. Mais attends, il faut expliquer juste en 2 minutes avant d'arriver à cette date de lundi. C'est-à-dire qu'en 2019, ils doivent me montrer le dossier, mais on n'arrive pas à voir le dossier. C'est-à-dire qu'en réalité, il me donne une date, le 7 octobre, puisque ça devait passer le 27 octobre 2019. Il me montre la date du 7 octobre 2019. Donc là, je vois rien. J'arrive et je ne vois que mes plaintes par 2 mecs, des renseignements, enfin, tu vois. Je ne vois que mes plaintes. Et là, je dis stop, on arrête tout. Donc, j'écris à la greffière, donc, juste après ça, je fais un scandale. Il s'attendait à ce scandale. Hein. Il savait très bien que j'attendais quelque chose. Donc, la police avait dans les 2 ailes, et c'était bloqué, c'était blotti dans des bureaux, parce qu'il savait très bien que Franck Coustet allait faire un scandale. Quoi. Forcément, on ne me prend pas pour un con, je sais très bien qu'elle avait travaillé. Donc, ils me sortiront sans rien. Et d'ailleurs, sur ma chaîne Luxembourg Mafia Éclaireur, je vois les gens. Je montre, il y a des scènes comme ça où je montre, quand je pars, je dis montrez-moi le dossier, et le mec il dit rien. Voilà, il veut pas se faire enfilmer parce qu'il sait très bien qu'il est complice de cette bande mafieuse. Donc, toujours est-il qu'en 2019, il juge de l'irrecevabilité, mais on fait appel et je dis il n'est pas question de juger comme ça. Donc, Nathalie Duchère, qui est donc la greffière proposée
à la chambre de conseil, dit bon, on accepte un report sine die. Donc là, on va faire un autre scoop. Je vais t'en donner des scoops, tu vas voir. Donc là, je dis bon, allez, ça suffit les luxembourgeois, les avocats luxembourgeois ne font rien. Donc je vais prendre un avocat français. Et il y en avait un qui était très médiatique, c'était Schwerdhofer. Une burne. Je le dis, hein, qu'ils viennent. J'ai des enregistrements, t'en fais pas. J'ai tout ça. Il ne fera rien. Je le verrai une fois, il me prendra 400 balles, mais il fera rien. Rien du tout. Et par conséquent, donc, comme il ne fait rien, je dois trouver quelqu'un. Donc, je trouve, et comme j'arrive plus à trouver d'avocat pénaliste, j'essaye de trouver, et le bâtonnier de Luxembourg me donne un avocat, puis un deuxième, parce que le premier, Frank Kollinger, ne fera rien. Il gardera mon dossier pendant 1 an. Il dira, ouais, j'ai du travail, machin, mais il ne fera strictement rien. Il est quand même connu au Luxembourg. Un deuxième qui me dit, allez, on va donner des noms parce que j'en ai ras-le-bol, de Monsieur Delgado qui dit, Monsieur Coustet, bah, médiatisé. Mais je dis, mais écoutez, si j'avais besoin d'une agence de com, j'aurais fait appel à Seguela, pas à vous. Il se passera rien. Et à un moment donné, si tu veux, ce qui se passe, c'est que je n'ai plus d'avocat. Donc, j'avais un avocat qui devait être nommé parce que tout simplement, ils ne font rien. Donc, j'essaie d'en trouver d'autres qui, à chaque fois, renoncent parce qu'il y a, ça va pas. On leur montre ni plus ni moins que mes plaintes, voire moins, même moins. Donc, il y a eu 4 avocats luxembourgeois qui se sont, comment dirais-je. Alors, avant d'arriver au lundi, et donc de cette nouveauté, comment s'est passée ta détention et pourquoi tu as été en détention? Bah parce que tout simplement, il fallait que cette affaire ne paraisse pas au grand jour, pour me faire passer éventuellement pour un cinglé. Donc, en juillet 2016, ce qui s'est passé, c'est que je viens donc voir une nouvelle fois mon dossier. L'agent de sécurité me dit, écoutez, écrivez. Non, on est le 12 août 2016. Écoutez, écrivez. Je dis non, ça suffit. J'ai écrit tous les mois en disant, montrez-moi mon dossier, montrez-moi mon dossier. Il me montrait rien. Elle dit, mais écrivez encore. Donc, j'écris le 16 août 2016, j'envoie une nouvelle fois. Et le 16 août, j'appelle le parquet, puisque j'avais un journaliste du VIF, on va le dire, hein, parce que j'ai déjà dit, un journaliste du VIF qui me dit, écoutez, si vous n'arrivez pas à avoir votre partie civile, si vous n'arrivez pas à avoir en tant que partie civile, moi, je viens avec vous au mois de septembre pour pouvoir constater qu'ils ne veulent pas vous montrer cette partie civile, cette constitution de partie civile, les documents, tout ce qu'il y avait dedans. J'ai dit, très bien, je ne vais pas donner son nom, mais bon, il se reconnaîtra. Et à partir de là, le 16 août, je préviens, moi je travaille en transparence, tu vois, j'ai rien à me reprocher, j'ai rien à craindre parce que, voilà, encore une fois, je crois au droit, je croyais à la justice. Donc, je dis au parquet de Luxembourg, je vais venir avec un journaliste au mois de septembre pour constater que vous ne voulez pas me montrer le dossier. Là, le journaliste, le parquet, pour la première fois depuis toujours, me dit, écoutez, je ne peux pas vous donner de rendez-vous au téléphone, mais passez au parquet et ils vous donneront un rendez-vous pour le mois de septembre. Comme je suis vigilant, j'essaye de demander à l'avocat que j'avais pris à l'époque, un certain Laurent Ries, qui ne se déplacera jamais. Et donc, le lundi, je devais rencontrer ce fameux avocat, Laurent Ries, qui, soi-disant, n'était pas là. Donc, je n'ai pas pu le rencontrer. Du coup, je dis, puisque je suis à Luxembourg, je ne vais pas tous les jours. J'étais parti depuis déjà quelques années, depuis 2 ans, pour des raisons de sécurité d'ailleurs, et parce que j'avais perdu mon immeuble à cause d'eux. Donc, pour des raisons de proximité, je lui ai dit, bah, tiens, je vais aller voir à la cité judiciaire s'ils veulent bien m'accorder ce fameux rendez-vous du mois de septembre. Et quand j'arrive à l'accueil, le gars de l'accueil me voit, il se barre, alors que normalement, il aurait dû prendre un rendez-vous, et je pensais qu'il était averti de ce rendez-vous. Et puis, en fait, il se barre et il va le voir. Et puis, quand je reviens, je dis, mais donnez-moi un rendez-vous. J'ai eu le parquet, on m'a dit de venir pour pouvoir prendre un... Et il ne veut pas me répondre. Et là, très vite, la sécurité arrive. Ils font sans mine de me frapper. Ça sera quand même jugé. Quand ça sera jugé en appel, où ils me donneront 1000 balles juste parce que j'étais interdit de cité judiciaire depuis le mois de mars où j'avais fait une vidéo, juste de ça, ils effaceront, le parquet donnera une pièce où ils effaceront le bras du type qui me tend la main quand même. Donc du coup, à la suite de ça, à la suite de ça, ils m'arrêtent, la police m'arrête et ils me détiennent pendant 40 jours. Attends, ils me mettent en 40 jours, non pas en prison comme j'avais demandé, en psy, en me donnant des médicaments parce qu'ils voulaient faire croire que j'étais dangereux pour eux et pour les autres. Justement, quel argument ils ont utilisé pour t'arrêter?
Parce que je leur ai dit, parce que tout simplement, il y a un agent de sécurité qui me propose, qui me met son poing, comme ça en avant, comme s'il allait me le donner, et j'ai dit, si tu recommences, je t'éclate la tête. Ce que je l'aurais fait, hein, je le répète. S'il me touchait à nouveau, je lui éclatais la tête. Et parce que c'est de la légitime défense, parce qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, Bien si sûr, tu veux. évidemment, Et évidemment. donc, si tu veux, le type, j'étais en train de faire la vidéo, donc une autre Nathalie, c'est-à-dire la juge d'instruction qui est arrivée très vite, Nathalie Hucher, s'est permise de dire menace d'attentat en reprenant ma vidéo parce que j'avais dit ça à un agent de sécurité qui était mandaté par l'État, puisqu'il était là pour être à la justice de cet État mafieux. Donc, du coup, alors, Donc, du coup, ils mettent 40 jours, alors il y a donc plein de voilà, choses qui se déroulent. 40 jours, ils te mettent dans une sorte d'hôpital psychiatrique, c'est ça? Ouais, non, Voilà. pas, avec des gens, avec des assassins. Il faut le répéter aux gens, Et avec des ils t'ont assassins. gavé, j'imagine, ils t'ont Et ils m'ont drogué. gavé de médicaments Ils en t'ont pensant que drogué. j'allais me calmer, en pensant que j'allais dire, bon, c'est tout, j'arrête, quoi. Mais surtout en essayant après en justice Est-ce que de ces faire croire qu'il fallait un médicaments, traitement. est-ce que ces médicaments avaient eu effet sur toi? Comment Ah, tu c'est as pire que fait? ça, ils ont fait des piqûres et j'ai eu des conséquences après, j'étais électromagnétique. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Électromagnétique, on s'entend de là, par ces picousses, soi-disant. Hein. Est-ce que tu as eu des Donc séquelles après ces 40 quand je jours? passais une borne Wi-Fi, c'est tout de suite si je clignotais pas, quoi. Et Tu vois ce que je justement, veux est-ce que dire? tu as eu des séquelles après ces 40 Mais bien jours? sûr que j'ai des séquelles. Tu sais que les médicaments que l'autre con m'a donné là, hein, c'était donc alors il y a eu plusieurs, il y a eu Gleis, il y a eu des gens comme ça, toujours les mêmes d'ailleurs. Marc Gleis qui est pris comme expert, qui n'est même pas expert mandaté auprès de la cour d'appel, il fait des faux rapports. Il en a fait un autre pour un ami d'une amie également, une amie au Luxembourg, parce qu'il y a des affaires au Luxembourg. Il faudrait que tu t'en occupes, Mike. Au Luxembourg, c'est un petit trou, il y a énormément d'affaires. Christina André devrait t'en parler de ça, parce que c'est vraiment très intéressant. Elle subit les mêmes joues, sous des prétextes très sympathiques, la loi est jugée. Ce n'est que Magou Yanko. Bien Je dis sûr, pas qu'il n'y a pas de évidemment, bon jeu. Mais par exemple, ce qui est très évidemment. intéressant, Vas-y, ce qui est vas-y. très intéressant, par exemple, c'est que, par exemple, celui qui a rédigé mon interdiction auprès de la cité judiciaire en mars 2016, après ma vidéo que j'ai mise sur la première vidéo, révélation fracassante d'un lanceur d'alerte, qui a fait plus de 208 000 vues, je crois, qui n'a jamais été attaqué, hein, je répète, hein, jamais en diffamation. Il n'y a eu aucune plainte en diffamation sur mes vidéos, je le répète une nouvelle fois, c'est très important, hein, alors qu'ils devraient s'engouffrer là-dessus, si vraiment c'était pas vrai. Ils auraient dû hein, m'attaquer. Mais par contre, il faut prouver, hein, quand on attaque en diffamation, il faut prouver que tout ce que je dis est faux. Hein. Bon, Donc, je reviens à revenons. simplement la chose. En 2016, quand ils me mettent 40 jours, ils essayaient de me culpabiliser pour essayer de me condamner Alors, en disant après, pour tous les journalistes, écoutez, revenons à lundi. C'est aussi le sujet, du coup, pour le coup. Revenons à alors, lundi. Raconte-nous. non, Voilà. lundi, c'est simplement très simple. C'est-à-dire qu'en fait, elle m'avait mis signé d'hier le fait que je pouvais attendre pour prendre un avocat, un bon avocat, mais un bon avocat, j'en ai pas trouvé. Ils se dégonflent tous. Ils ont peur pour leur carrière au Luxembourg. Tu comprends? C'est surtout ça. C'est les Oui, conséquences. C'est plus tellement sur Juncker est-ce que ça signifie que je vais y qu'on aller tout peut seul, peut-être. être jugé sans avocat? Bah voilà, peut-être. En tout cas, à ce jour, le barreau n'en a donné aucun. J'ai un contact, je ne sais pas s'il va se présenter. J'en sais rien aujourd'hui à ce jour. Et nous sommes mercredi, donc Est-ce aujourd'hui que le 13. c'est légal dans le droit luxembourgeois d'avoir Non, d'être la jugé sans légalité, c'est avocat? d'avoir un avocat. Mais alors, ils m'en ont nommé un. Tu as raison de le dire. Alors, sur la vidéo, pour pouvoir annoncer notre vidéo d'aujourd'hui, ils pourront aller voir. J'avais fait donc ta promotion. Et j'ai donc parlé de l'avocate qui m'avait été nommée le 27 octobre 2022. 22. Cette avocate s'appelle Niki Stoffel. Niki Stoffel qui a bondé dans la doxa, qui dit non, non, monsieur, c'est irrecevable. On peut peut-être dire que bon, vous avez eu un préjudice parce qu'on a attendu 4 ans, mais elle se fout de ma gueule, quoi. Et je constate que cette avocate est au Conseil d'État. Conseil d'État, qui est représenté par le Conseil d'État, c'est le fils du grand-duc, Guillaume Henri. Je dis, C'est-à-dire mais qu'ils t'ont madame, vous donné, n'avez pas de conflit d'intérêt. c'est-à-dire Vous qu'ils n'avez t'ont pas de donné, conflit. le parquet luxembourgeois t'a donné comme avocat, Le bâtonnier ouais, pardon, du, le bâtonnier luxembourgeois t'a donné oui, comme avocat quelqu'un qui est pieds et poings liés avec le pouvoir luxembourgeois, en gros, contre complètement, tu lequel parles tu bien. te bats. Bah ouais, bien sûr, évidemment. C'est là où les gens doivent comprendre qu'on est vraiment dans un pays, mais enfin,
Et là, je lui dis, bon, arrêtez. Et elle, je lui dis, ça suffit, j'ai compris. Je dis, non, non, je suis pas d'accord avec vous, on en restera. Et Alors, elle continue son mandat jusqu'au 9 janvier. Tu vois, suffisamment tôt. Et là, je demande à Nathalie Duchère d'avoir un report. Elle refuse le report. Elle dit, ah non, non, vous avez eu 4 ans. Ce qu'elle oublie de dire, c'est que tous les avocats n'ont rien fait. J'avais des choses. Il fallait attaquer le ministère public, citer la juge d'instruction. Moi, je connais le droit pénal aujourd'hui. Je m'y suis mis. D'ailleurs, mais c'est ce que je fais 15 heures par jour. est-ce que ça signifie que lundi, tu ne seras pas avec cette avocate qui t'ont nommé? Ah non, bah non, elle a laissé son mandat juste avant, 15 jours avant. Et donc, j'ai plus d'avocat. Donc, j'en ai redemandé un au barreau. Et Et je l'ai qu'est-ce qu'ils t'ont envoyé répondu? par SMS au Figaro, je l'ai envoyé à d'autres personnes pour bien Qu'est-ce qu'ils t'ont montrer ce qui répondu se au passe. barreau? Mais rien, ils répondent rien, personne ne répond rien. Ils prennent mes plaintes, ils prennent mes documents, ils prennent mes mails que j'écris au barreau ou que j'écris éventuellement à mon avocate ou que j'écris, enfin mon ex-avocate, ils prennent mes mails concernant effectivement donc ce que j'ai écrit sur le bâtonnier, au bâtonnier, mais rien, il se passe rien. Ils ne disent pas, il y a Est-ce quand même un que, problème au niveau du droit. alors, d'accord. Est-ce que lundi, ce sera une journée excessivement importante? Est-ce que ce sera peut-être le bout du tunnel ou Non, en... non. Bah, dis-nous. Non, je vais te dire. Je vais te dire ce qu'ils veulent faire. En réalité, moi, j'ai bien compris ce qu'ils veulent faire. En fait, si tu veux, ils veulent juger de l'irrecevabilité. Comme ça, ils disent le meurtre, on met de côté, on n'en parle plus. L'assassinat, bon, on met de côté, on n'en parle plus. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ce qu'ils veulent, c'est que moi, comme j'ai déjà fait une plainte, on m'a fait comprendre que la plainte que j'exerçais sur mes droits, on allait la continuer. Donc, même si c'est irrecevable, ils voudraient continuer sur ma seule plainte. Parce que là, je représente et mes intérêts, mais également celui de Francis, qui est mort, qui est décédé aujourd'hui. Tu comprends? Donc, ils disent, celui-là, c'est irrecevable. Mais avant de juger de l'irrecevabilité, je dois encore voir le dossier. Donc, je suis retourné avec un journaliste d'investigation, qui s'appelle d'ailleurs Adrian Garcia Landa, qui vit en Allemagne et qui est très intéressé à cette affaire depuis 2 ans. Et qui, d'ailleurs, c'est le seul à avoir véritablement des documents aujourd'hui qui prouvent que le parquet a menti. Et il le dit. Donc, il va le diffuser prochainement. Hein. Et il est venu avec moi la deuxième fois. C'est-à-dire que j'ai eu le droit de revoir ce dossier au mois d'octobre-novembre dernier, 2022. Il est avec Et toi quand j'ai vu ce au dossier, tribunal. oui, ils doivent me le faire voir. D'accord. Quand je demande si je suis partie civile, je demande de voir mon dossier, ils doivent le montrer. Et je revois la même chose, sauf que j'avais une pièce en plus. Une pièce en plus. Ça, c'est très important. La pièce qui est en plus, c'est le mail de Freezing, Jean-Paul Freezing, celui qui a pris sa retraite entre-temps, disant à un avocat, mais écoutez, arrêtez d'écouter Franck Coustet. Arrêtez d'écouter Franck Coustet. Il va pas bien, Franck Coustet. Il va pas bien, mais il m'attaque pas. Quand vous voulez. Pourquoi il m'attaque pas? Je veux te dire ce qui va se passer. Et c'est ça, donc, qui va se passer parce que visiblement, il va pas le juger. C'est que l'argent qui est parti à l'étranger, parce que ils sont tellement parano qu'ils se sont dit, si on vire cet argent-là entre nous au Luxembourg, les Luxembourgeois, s'ils apprenaient qu'en réalité, le Grand-Duc s'est enrichi sur ses propres ressortissants, ses propres citoyens luxembourgeois, mais les Luxembourgeois, c'est des gens très droits. Ils se diraient, mais qu'est-ce que c'est que ce pays de merde? On est déjà dans le pré-révolutionnaire parce que ça bouge au Luxembourg. Hein. Il y a des manifestations, il y a des choses comme ça. Et ils se diraient, mais qu'est-ce que fait le Grand-Duc? Ah, tiens, est-ce que, pour connaître un peu la situation luxembourgeoise, est-ce qu'au Luxembourg, il y a aussi ces mêmes problèmes d'inflation ou d'énergie? Est-ce que le Luxembourg connaît ça aussi? Alors, le Luxembourg a fait déjà, il est déjà, bon bref, je ne vais pas nommer le nom, ils ont déjà fait les transports en commun gratuits, mais moi je suis là depuis 92, 94, je suis là vraiment au Luxembourg. Ce que je peux te dire, c'est depuis 94, je n'ai jamais vu le prix de l'essence du Luxembourg plus élevé que celui de la France. Il vient de passer depuis quelques mois. Il est à quasiment le même prix, voire plus cher. Là, je suis pas allé récemment, mais je peux te dire qu'il est plus cher qu'en France. Et même les Luxembourgeois, pour la première fois, il y a quelques mois, c'est-à-dire il y a 3 mois, les Luxembourgeois ont passé la frontière pour aller remettre de l'essence. Alors que tous les frontaliers mettaient leur essence souvent à l'aire de Berchem. Hein. C'est la plus grande station d'Europe. À l'aire de Berchem pour pouvoir faire le plein. Il y avait énormément de camions, il y en a plus.
Tout le monde faisait son plein là-bas parce que, alors les stations sont toutes équivalentes, hein, parce qu'en fait, contrairement à la France, t'as pas un prix d'autoroute et un prix local, tout est au même prix. Donc en réalité, les gens faisaient leur plein tout simplement au Luxembourg, mais depuis 3 mois, ça s'est inversé. Ça, c'est quand même déjà, tu vois déjà le changement de paradigme. Mais il y a plus grave, si tu veux, c'est que pour revenir donc directement à cette affaire, c'est que ils ont encore une fois mis un mail de Monsieur Friesing, qui n'est plus à cette heure procureur d'État, puisqu'il a pris donc sa retraite, mais Monsieur Friesing fait de l'injure et de la diffamation. Ce mail, je l'ai jamais vu. Ce mail, je l'ai jamais vu. Et il est procureur d'État, il était procureur d'État. Alors, porter plainte, mais je pourrais porter plainte tous les jours. Je veux porter plainte contre l'avocate Niki Stoffel pour escroquerie, je vais certainement le faire. Mais à quoi ça sert? Ils sont tous copains, tous clients. C'est tout. On est dans un pays. Donc, la seule chose qu'ils craignent, mais ils le craignent sans le craindre, c'est que je saisisse ces autorités qui ont reçu sur leur sol, et je le répète, les États-Unis doivent se saisir de cette affaire. Il y a eu plus de 20 millions d'euros d'argent criminel, blanchiment fiscal, blanchiment pour fraude, blanchiment criminel au sens d'assassinat. J'ai toujours pas les Américains. Il faut que le Doge de Floride se saisisse de cette situation. Parce que c'est le ministère. Cette situation ou pas? Parce que Comment? Est-ce que tu penses qu'ils vont se saisir de cette situation ou pas? Parce que j'imagine qu'ils ont des intérêts avec le Grand-Duché. Bah, ils peuvent la saisir dans la mesure où, effectivement, s'il y a une justice qui n'est pas rendue, ils doivent le faire, d'une part. Je ne vais pas te raconter qui est en Floride actuellement, ce qui s'est passé à la Chambre basse. Or, le Grand-Duc s'est ouvertement proposé, s'est ouvertement manifesté, et en 2021, contre celui qui était, voilà, alors, contre celui qui était président. Je me pose la question et je suis obligé de te la poser. Oui. Est-ce que derrière ça, il y a la franc-maçonnerie? Ah ben évidemment. Alors, quand j'avais dit le titre, si tu veux, évidemment, parce que c'est très grave que ça. Des scoops, je vais t'en donner quelques-uns parce que c'est vraiment pas, moi je fais pas des vidéos pour raconter toujours la même chose. Si je t'avais demandé une vidéo, c'est que vraiment il y a des choses gravissimes à dire. Qu'est-ce qui est gravissime à dire? C'est que je découvre déjà que j'ai un casier judiciaire à cause de François Biljeune, qui donc a pénalisé avant de partir du ministère de la Justice, il a pénalisé les taxes de roulage. Je rappelle, les taxes de roulage, c'est ni plus ni moins qu'une vignette que tu n'as pas payée annuellement. D'accord? Et si je l'avais pas payé, c'est parce que tout simplement la voiture était cassée. Et déjà, je suppose aujourd'hui, et je pense que j'ai raison, qu'ils avaient cassé la voiture. Donc la voiture se trouvait non pas sur le sol luxembourgeois, non pas, j'allais dire, en train de rouler, mais la voiture était positionnée dans un garage pour réparer l'embrayage qui avait cassé un an plus tôt. Donc je devais même pas la taxe. Elle était sortie, si tu veux, la voiture. Premièrement. Donc ils pénaliseront la taxe de roulage. Deuxièmement, je suis encore pénalisé par le fait qu'ils ont décidé que la menace d'attentat était concevable. J'ai reçu 1000 balles que je ne paierai jamais par Jeannot Nils qui m'avait interdit, qui sera d'ailleurs un mois après l'interdiction, qui sera promu comme procureur général adjoint. D'accord? Qui sera promu comme d'ailleurs le juge d'instruction qui s'occupe de mon dossier, à qui j'ai demandé les vidéos pour montrer que l'agent de sécurité m'avait montré le point. Je ne le verrai jamais, je ne la verrai jamais le vidéo. Jamais. Qui fermera le dossier. Donc Stéphane Masse sera promu dans une chambre correctionnelle. D'ailleurs, le mail que j'ai fait dans une autre affaire, bon voilà, l'affaire Lujeune qui a eu lieu au Luxembourg, hein, pour justement le soi-disant, comment dirais-je, le cloisonnement de la justice avec les politiques. Je reviens à ça, à la franc-maçonnerie. C'est encore, effectivement, c'est là où c'est très grave. C'est qu'en réalité, et c'est ça que je voulais dire, d'un côté, tu as l'irrecevabilité, ils m'ont rien montré, et donc ça va passer crème, les meurtres, c'est pas grave, on s'en lave, et vous pouvez demander vos dommages et intérêts, peut-être, en me donnant peanuts, hein, bien sûr. Parce que vous n'avez pas la preuve des 125 millions. Bien sûr, quand ils l'ont signé, ils mettaient pas le double. Ils n'ont jamais voulu donner le double. Donc, c'est ma parole contre la leur. D'accord? Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'en 2014, je saisis le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Donc, tu vois, quand je te parle de la franc-maçonnerie et d'une association criminelle internationale organisée, on est en plein dedans. On est en plein. Et là, donc, je demande des choses pour vol
mais je demande également des tentatives d'assassinat. Je ne vais pas t'expliquer ici, hein, on a compris un peu que je connaissais, mais tu sais très bien que même, on va en parler, si, on va en parler quand même, tu sais très bien que si même Simone Delherrière, elle a fermé ses trucs, elle a tout effacé sur ses BlackBerry, et que donc il n'existe plus d'un SMS qui prouve qu'elle a textoté avec le PDG de Pfizer, c'est vraiment prendre des gens pour des cons pour pas se dire que, bien entendu, que sur les réseaux et sur la sauvegarde, sur les backups, ils ont tout. Et c'est sauvegardé X fois. D'accord? Donc, pour que les gens comprennent bien, même si elles les effacent, même si vous effacez vos SMS, oui, c'est toujours, demain, on les retrouve 8 ans, 10 ans plus tard. Bien sûr. J'espère que c'est bien clair. Évidemment. Bon, premièrement. Non, mais c'est important pour les gens qui regardent cette vidéo, comment, en fait, on ment aux gens tout le temps. Donc, Mme Delherrière, si on voulait sortir ces SMS, même si elle les a effacés de son BlackBerry, on peut les retrouver, déjà, et la condamner. Ça, c'est le premier point. Comme Juncker, d'ailleurs. Deuxième point, c'est que je demandais donc que, justement, il y ait des enquêtes avec des dates précises sur les SMS, avec des dates précises sur les géolocalisations. Alors, on va en parler. C'est des scoops parce qu'il y a des gens qui dorment encore. Alors, on va les faire s'éveiller un peu. Raconte-nous justement tes SMS. Non, les SMS, c'est. Oui, je vais raconter. Je veux dire que la personne que je mets en cause a forcément textoté sur le fait qu'elle faisait de l'information pour d'autres personnes. Deux réseaux. Le réseau de la franc-maçonnerie par la gendarmerie et le réseau mafieux. Et j'en ai la preuve. Je reviens à ça parce que c'est pour ça aussi que je voulais faire. Parce qu'il y a, tu vas voir, c'est une affaire dans une autre affaire. Il faut que les gens comprennent vraiment où nous en sommes. Donc en 2014, je porte plainte en me disant, vous me donnez ces géolocalisations a posteriori. Ah aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes tracé avec votre portable et que même si vous vous en souvenez pas, 10 ans après, on saura où vous étiez. D'accord? C'est d'ailleurs ce que j'ai réclamé en 2011 au parquet de Thionville en Moselle, où je dis, voilà, nous sommes allés voir Yvonne Uzeldinger le vendredi 11 février, il me semble, mais vous prenez donc la date et la géolocalisation en donnant l'adresse où habitait cette dame, avec Francis Bach sur son numéro de portable et avec moi. Et vous me donnez l'heure exacte. Tu vois? C'est-à-dire que concrètement, dans une enquête criminelle, on peut très bien savoir à quel moment tu te situais là, non pas parce que tu étais borné, mais parce que tout est enregistré. Bien que les gens comprennent. Ça veut dire que si tu demandes dans une cadre d'une enquête criminelle une preuve montrant que tu es bien allé voir cette dame pour lui expliquer que cette dame, suite à ça, elle a eu une tentative d'assassinat et non pas un malaise comme ça, ben, ils doivent enquêter. Tu comprends ce que je veux dire? Et il faut que les gens le sachent, que dans les enquêtes criminelles, la police utilise ce genre de choses. Donc pourquoi on ne l'a pas fait pour moi? Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, Jean-Claude Juncker, pour qu'il soit encore protégé? Mais ce n'est pas Juncker qui protège aujourd'hui. Il protège le grand-duc et sa famille, qui est nommé. C'est comme si tu attaquais le président de la République en France, qui est protégé. Donc ils ont tous peur. Juncker, aujourd'hui, il est administrateur dans une université à Trèves. Enfin, ouais, il est plus rien. Attends, Bill Jeune, parce que le scoop, je vais vous le donner quand même. François Bill Jeune, là, parce que il m'a suffisamment fait chier, ce con-là. Donc, Bill Jeune, il faut savoir que ministre de la Justice, au lieu de rendre les 5 millions d'euros sur son propre compte, il rendra par l'intermédiaire de son ministère 493 000 euros à l'âge pour caisse en faisant un virement. Et là, on dira stop. Et tous les luxembourgeois, et lui, c'est ce qu'il raconte, hein, en mars 2013, qu'il a dû abandonner en fait son poste pour se consacrer à son poste de juge à la Curia, c'est pas vrai. Il a été obligé de démissionner parce que là, on a dit bon, ça suffit. Robert Buvard a dit ça suffit là maintenant, ça suffit. Il n'a pas été condamné, il n'a pas été poursuivi, il est devenu juge à la Curia. Et Bettel l'a reconduit pour 5 ans en 2021, enfin 2022. On a des escrocs à la tête de l'Europe, encore, toujours. Ça dérange personne. Jusqu'à preuve du contraire, et j'ai prévenu la Curia. Tu sais, j'ai prévenu l'Olaf. L'Olaf qui, à la fin, ne donnait même plus de nom pour signer les trucs. Ils ne veulent pas être confrontés. Pourtant, c'est un fonctionnaire de l'Europe. Tu as ce qui va se passer lundi. Qu'est-ce que tu attends comme réponse lundi? Si il doit y avoir réponse, évidemment.
Bah, j'attends que s'il y a réponse, hein, je viendrai avec un média d'ailleurs, s'il y a réponse, que ça soit recevable. Parce que normalement, si c'était irrecevable, il aurait dû le juger a priori. Ils doivent me voir montrer le dossier. Et j'attends également donc qu'ils poursuivent, tout simplement, qu'ils disent oui, Franck Coustet est recevable. On continue, c'est tout. Je reviens sur la France. Pour ça, ou toi, tu C'est t'es confiant? 50-50. Non, 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 parce que jusqu'à présent, j'ai jamais eu de satisfaction, donc je suis pas confiant. Je peux pas dire que je sois confiant. Mais si ils jugent ça irrecevable, bon, Oh, bah, imagine, c'est tout. je ne te souhaite pas, Non, évidemment. non, mais je m'en Qu'est-ce vais de qui ce se passerait? pays. Mais ça voudrait dire qu'en fait, mes recours avec C'est-à-dire que tout Francis serait seraient fini? donc caducs. Non, c'est pas fini, puisque je te dis, il y a une autre plainte en cours qui voudrait éventuellement prendre. Non, c'est pas fini, mais c'est fini. Pour moi, c'est fini. Je vais au supranational. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que Ça tu sert vas à rien. aller Je vais pas aller en à la cour Cour européenne d'appel. des Qu'est-ce droits de qu'ils l'homme. vont juger? La cour d'appel, ils ont déjà jugé. Quand ils m'ont arrêté, il y a eu une cour de cassation, l'équivalent de la cour de cassation. Ils ont jugé que c'était bien ce qu'ils avaient fait, le jugement. Est-ce que tu veux Et qu'ils jugent? est-ce qu'il y a possibilité que tu ailles à la Cour européenne des droits de l'homme et peut-être peut-être que c'est là-bas que aurait été Il y a Benoît. déjà une plainte en cours à la CEDH, dont j'ai pas envie de parler aujourd'hui. Ah, Mais quand d'accord. je parle de justice en bande organisée, corrompue en bande organisée, j'ai parlé donc, on va le dire son nom, en 2014 de ce qui m'est arrivé. En 2015, le juge d'instruction, monsieur Franck Vouot, retenez bien, c'est la prochaine grosse affaire qui va sortir. Donc retenez bien, c'est vraiment un scoop pour toi, Mike, hein, que tu perdes pas ton temps par cette Vas-y. vidéo et par les auditeurs qui nous écoutent, j'espère nombreux, et surtout diffusés. Je vous explique, c'est très très Vas-y, vas-y. important. Je vous explique. Monsieur Franck Vouot, en juillet 2015, alors que j'étais devenu résident belge, jugera de l'irrecevabilité lui aussi. Mais non, il n'y a pas de meurtre. Il y avait eu, attention, hein, je disais qu'il y avait eu du vol, il y avait eu plein de choses, vol de plainte, bon bref, harcèlement, il y avait également tentative d'assassinat par empoisonnement. Oh, encore une fois, hein, bien répéter les chefs d'inculpation, hein, les critères là. Donc, Monsieur Vouot, il dira non, 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 c'est au Luxembourg. Alors déjà, premièrement, je savais pas que c'était au Luxembourg, qu'il ne pouvait pas intervenir sur le Luxembourg, qu'il ne pouvait pas arrêter les gens du Luxembourg quand il avait quelque chose. Ça, c'est le premier point. Mais je ferai une vidéo quelques temps plus tard avec Julien Garofalo suite à ce que je découvre. Et qu'est-ce que je découvre? Je découvre l'affaire monégasque. Quand je te dis qu'on remonte, on rebondit sur autre chose encore plus grave. On est tout le temps dans les corruptions, on est tout le temps dans les affaires. Et là, c'est la franc-maçonnerie. Affaire monégasque, Affaire monégasque, c'est pas les on va prendre 2 Grimaldi qui minutes. sont quand même. Non, non, affaire monégasque, c'est quoi? C'est un juge. Tu sais que les juges sont nommés par la France. Le juge Levrault, qui fait des enquêtes, qui met en cause, qui met en examen un certain nombre de gens de la police et du reste. J'ai pas à rentrer, ça me regarde absolument pas, moi. C'est pas mon affaire. Je m'en défais, si tu veux. Encore une fois, c'est pas mon affaire. Simplement, le juge Levrault mettra un certain nombre de choses et demande des explications au prince Albert en lui demandant un rendez-vous. À partir de là, le prince Albert ne reconduit pas son mandat puisque les juges sont nommés pendant 3 ans et la principauté peut renouveler ou pas le mandat. Et ils ne renouvelleront pas le mandat de monsieur le juge Levrault. Et quand j'entends ça, je dresse l'oreille parce que tout de suite derrière, ce monsieur Levrault, qui avait fait apparemment un vrai travail, il est muté dans une autre juridiction et apparaît monsieur Vouot. Bon, on va être clair, hein. Monsieur Vouot est un ancien avocat indépendant, franc-maçon, bien sûr, ça on le sait par Julien Garofalo, qui est venu dans la magistrature en 2012. En 2015, il est donc juge d'instruction et dans le parquet, si tu veux, ressort du tribunal judiciaire de Metz, de Moselle. Hein. Donc, il est donc juge d'instruction et ensuite juge aux libertés pendant 4 ans. Sarreguemines, j'ai rien contre Sarreguemines. Moi, j'aime beaucoup y aller pour marcher, notamment. Mais Sarreguemines, c'est au trou du cul du monde, quand même. Hein. Donc, d'autres personnes qui ont été nommées là, on voyait des gens de Marseille. Lui, il avait de la bouteille. Celui qui était nommé aux affaires juridiques et spéciales et policières. Mais lui, il n'avait rien à faire là, quoi. Donc, monsieur Vouot,
est nommé et j'apprends que toutes les plaintes qu'avait faites Monsieur Levrault, bah, ils sont sous le tapis. Bah, j'y tiens. C'est comme dans ma plainte au Luxembourg. Hein? Donc, Monsieur Vouaud, je vais faire clair parce que pour que les gens comprennent bien, Monsieur Vouaud, donc, est un corrompu, au sens où il aurait dû enquêter, mais il n'a pas enquêté parce qu'il avait déjà la promesse qu'on allait lui proposer, vous comprenez, à Monaco, 300 mètres carrés, appartement, prime de fonction, vous avez tout à Monaco, là. Tous les juges d'instruction rêveraient d'aller à Monaco. Et Monsieur Jouveau, parmi les 8000 juges, je pense qu'il y en avait d'autres qui méritaient davantage de venir à Monaco pour récompense de son travail pour l'État, pour la République française, si j'ose dire, s'il en existe encore une de République. D'accord? Donc, bien entendu que c'est la franc-maçonnerie. Et je découvre que Monsieur Vouaud, quand je fais cette vidéo où je dis qu'il fait l'objet de 2 plaintes en 2019, il me met en examen pour injure et diffamation. Alors, Monsieur Vouaud, il n'enquête pas pour des enquêtes criminelles. Il n'y a personne qui veut enquêter sur des enquêtes criminelles, y compris les juges d'instruction, rien, personne. Ils sont tous promus d'ailleurs. Et derrière, Monsieur Vouaud, en 1 an et demi de temps, lui, il arrive à avoir une diffamation où il m'emmerde avec des conneries quand même. Parce qu'il faut le dire, avec des mensonges. Et lui, par contre, ses poursuites, ça va bien. Donc, je vais le répéter ici, là, dans cette vidéo. Monsieur Vouaud est un corrompu. C'est plus du déni de justice. C'est qu'une escroquerie. C'est un escroc. Selon le terme 313.1 du code pénal, c'est-à-dire qu'il a abusé de sa qualité de juge d'instruction pour ne rien faire dans mon affaire. Et comme ça, il sera promu 3 ans et demi après, en 2019, fin 2019. 4 ans plus tard. Alors, ils l'ont pas fait tout de suite, hein, sinon c'était trop visible. Ils ont attendu un petit peu. Voilà. C'est ça la vérité. Et c'est ça que les gens doivent savoir. Et l'affaire Levrault, c'est une affaire qui a secoué tout le rocher, hein, si tu es au courant. Sûr, et qui va sortir parce que je crois que Julien Garofalo, chez qui j'ai fait une vidéo, a fait une émission avec un journaliste mainstream. Donc ça va sortir en mois février-mars. Donc on va rebondir sur cette affaire du Grand Rocher. Donc tu vois, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve. Comment tu vis là aujourd'hui voilà. Bah, mal, je te dis. Comment tu arrives? Est-ce que mais très mal alors. Est-ce que tu dois peut-être changer d'appartement très toujours. souvent? Comment ça se passe? Toujours. Là, j'ai mon ami qui est parti sur la Suisse. Mais même en Suisse, on n'est pas tranquille. La Suisse n'a pas voulu. Bande organisée, la Suisse. La Suisse a reçu la plupart de l'argent. La Suisse a reçu de l'argent pour blanchiment criminel de l'affaire Juncker. J'ai demandé pendant 4 ans, maintenant je vais le dire, hein, depuis 2018, je demande à la Suisse, j'ai demandé au ministère, d'abord au parquet de Genève, et puis ensuite au ministère public de Berne, j'ai demandé que le secret, il n'y a pas de secret, il n'y a plus de secret, une enquête criminelle, puisque dans les 2 pays, bien entendu, c'est reconnu comme crime. J'ai demandé à ce qu'on poursuive les différents, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, comme ils avaient peur que les Luxembourgeois s'aperçoivent qu'on était en train de voler une famille privée qui appartenait donc aux citoyens luxembourgeois, ils sont empressés de virer tout cet argent à l'international. Hein, c'est d'ailleurs leur point fort, mais c'est aujourd'hui leur point faible, puisque tout l'argent est international, donc ils ne peuvent pas l'effacer. Et ils le savent. Donc j'ai demandé à la Suisse de faire une enquête criminelle au parquet, donc au ministère public de Berne. Mais non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Si je comprends, vous avez... Comment tu fais? Ils t'ont pris tes biens, ils veulent t'assassiner, tu es obligé de vivre caché un peu. Comment tu fais aujourd'hui pour gagner de l'argent? Ils s'en prennent à tout le monde. Pour continuer en plus ce combat? Mais parce que... alors, tu sais, à un moment donné, c'est plus seulement... Enfin, ça n'a jamais été seulement l'argent. Quand tu as des meurtres et qu'ils font rien, il va falloir remettre, comme on dit, l'église au milieu du village, quoi. Il faut aller dans la gradation des actes. Est-ce que tu peux aujourd'hui admettre que des gens représentent une forme politique où soi-disant ce sont des intérêts communs, alors qu'ils n'ont toujours pensé qu'à leur gueule, ils ont même détourné des familles privées, et quand c'était pas suffisant, ils les ont assassinés. Et ma question aujourd'hui, elle est surtout celle-là. Est-ce que véritablement
Il n'y a eu qu'un seul coup comme ça. C'est ça la vérité. C'est On ça qu'il sent faudrait découvrir. on sent que c'est gangréné et que Sans qu'il malheureusement, y a eu une organisation, un système. Elle n'a jamais été inquiète, hein, Martine Venandi. Quand elle a rendu son tablier, elle a démissionné d'ailleurs. Hein. Elle a démissionné en 2019 quand la vidéo sur révélation fracassante d'un lanceur d'alerte a été publiée. Et j'espère qu'avec cette vidéo, M. François Biljon sera obligé de démissionner et être poursuivi. Et j'espère que M. le Grand-Duc va abdiquer, qu'il le laisse à Guillaume s'il le veut, mais en tout cas qu'il doit abdiquer. C'est ça que justement, j'espère. alors, M. Juncker, lui, bon, bah, il a été recasé. M. Bilger, visiblement, il continue Biljon. là où. François Bilger, Biljon, pardon. il est juge. Ouais, Il continue, voilà. Martine Venandi Madame n'est pas inquiétée, a Pelosi démissionné, elle a n'est pas été inquiétée. recasée. Ouais. Pas accasée, j'en sais rien, mais en tout cas, elle a arrêté, quoi. Elle a arrêté, elle n'a Voilà. pas été poursuivie. Hein. Avec tout ce qu'elle s'est mis de côté, hein, dans la vie. Enfin, Donc, elle a une belle retraite, j'imagine. bah, en tant que notaire, déjà, même en travaillant officiellement, tu gagnes bien ta vie, quoi. Voilà. Après, je sais pas ce qu'elle Et a fait. le Hein, grand-duc, lui, il est peinard. bah, dans le système juridique actuel, quand on dit que c'est indépendant, c'est pas vrai. On voit bien en France. Hein, la Cour de casse, elle n'est pas indépendante. Hein, on voit bien ce qu'ils rendent. Hein. Et ça, alors, encore un Vas-y, scoop, c'est pour toi, allez, c'est encore un scoop. vas-y, dis-le. En fait, en 2014, quand ça a commencé, moi, je mets des noms, je filme des gens, je filme des plaques. Ces plaques appartiennent au ministère de l'Intérieur. Donc, ceux qui étaient confrontés à ça, ça veut dire qu'Hollande, comme Valls, à l'époque Premier ministre, et le Premier ministre, lui, il est condamnable, hein, judiciairement. D'accord? Aujourd'hui, il est condamnable, comme un simple. Et que le président Il est plus Premier ministre, il est condamnable. Il n'y a pas de poursuite contre M. Valls. Et donc, M. Valls, il fait quoi, M. Valls, avant de partir? Pour cette affaire, qui est bien sûr très grave, c'est une affaire d'État, mais aussi pour le Bataclan, parce que tu sais qu'il n'a pas, bon, voilà. Pour ces deux affaires, M. Valls, il fait quoi? Il signe un décret mettant la Cour de cassation sous le pouvoir exécutif. C'est pour ça qu'on a des rendus à la con. Les gens comprennent tout ce qui se passe. Si les gens ne comprennent pas la logique, ils ne comprendront pas pourquoi, effectivement, il y a autant de non-droits actuellement. Mais est-ce que le grand-duc est quand même remis en cause par la population luxembourgeoise? Aujourd'hui, on est dans une période de pré-guerre civile. D'ailleurs, c'est une avocate très connue sur la place qui me l'a dit. Et comme d'habitude, tous les avocats pénalistes, on va dire reconnus, ils ont tous des dossiers avec le ministère public. Donc, ils ne peuvent pas me représenter parce qu'ils sont en conflit d'intérêts. Alors, ils les respectent, les conflits d'intérêts. Ils ne veulent surtout pas représenter les intérêts de l'État et me représenter les miens, tu comprends? Donc, en réalité, ils me disent non, je peux pas. Mais ils disent oui. Alors, ils sont tous unanimes là-dessus. Tous sont unanimes sur le fait qu'il y a un rapport du juge d'instruction. Et si, bien entendu, ils ont voulu m'assassiner en octobre 2015 quand elle l'a rendu, c'est que forcément, ce rapport, il doit être explosif. Mais je ne l'ai pas vu. Donc, on va juger d'une irrecevabilité a priori, alors que l'obligation de force de police, d'ordre public, les oblige à continuer leur enquête criminelle, à me montrer cette enquête répressive que j'ai demandé, c'est-à-dire le dossier répressif que j'ai demandé à maintes reprises, encore en juillet, encore avant-hier, à Martine Soloviev qui a vu que je l'ai envoyé ici en pièces jointes au Figaro, à d'autres trucs. Donc, il me répond, je ne suis plus au fait de ça. Et oui, mais t'es procureur général. Et j'ai quand même dit, mais vous n'êtes plus au fait de ça. Mais vous saviez qu'à l'époque, Jean-Paul Freising était le cousin germain de l'épouse de Juncker. Je l'ai mis sur la vidéo de présentation samedi. Vous avez un petit lien sur Pure People. On voit Christiane, elle s'appelle Christiane Freising. Alors comment je vis? Tu me poses la question comment je vis, mais je vis avec l'espoir quand même qu'à un moment donné, que ce soit. Alors pareil, j'ai essayé d'écrire à Cyril Hanouna. Il faut quand même s'imaginer que on m'a retourné mon dossier. La Suisse a retourné mon dossier, c'est-à-dire qu'il y a eu une atteinte à ma correspondance. Mais non, rien, parce qu'il l'a jamais reçu. Il l'a jamais reçu. À 2 reprises, il ne l'a jamais reçu. C'est-à-dire qu'ils ont détourné mes courriers. On en est là aujourd'hui, Mike. Attends. C'est-à-dire que tu as envoyé un colis ou un courrier à Hanouna avec il est revenu au nom de Canal+, machin, tout ça, et ça t'est revenu.
bien sûr. Donc, je l'ai renvoyé une deuxième fois. Et là, ça a été très drôle. Quand je l'ai renvoyé une deuxième fois, j'ai eu un postier donc à Genève qui m'a dit, ah ben écoutez, vous savez, comme ça on est en Suisse, est-ce qu'il y a des valeurs dedans, ou est-ce que vous avez des journaux, ou est-ce que vous avez des choses comme ça? Parce que ça doit être contrôlé par la douane. Puis alors là, je vais vous dire, si vous l'ouvrez, c'est un avocat et c'est pour de la publication. Si vous l'ouvrez, je porte plainte contre vous. Mais déjà, ils avaient l'intention d'ouvrir pour savoir quelles sont les données, parce que la Suisse, elle est péteuse là-dedans. La Suisse a signé toutes les conventions Mérida sur la corruption, anti-corruption, corruption, c'est-à-dire les conventions, comme quoi si elles sont saisies de blanchiment fiscal déjà, mais là c'est encore plus grave, de blanchiment criminel, elle doit enquêter. Elle l'a retranscrit depuis 2006 dans son code pénal interne et elle ne le fait pas. Donc la Suisse, elle se sent péteuse parce qu'elle sait très bien qu'elle est dans l'illégalité. Tout le monde est en illégalité de ne pas enquêter aujourd'hui. En disant, démerde-toi Coco. Parce que Franck Coustet, en fait, Franck Coustet, il n'est pas franc-mac. Parce que Franck Coustet, il est indépendant dans le sens où j'ai toujours été droit et que moi, je n'appartiens pas à des réseaux quelconques. Je veux dire la vérité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je participe à notre petite échelle de tout ce qui se passe et que je suis un citoyen comme un autre. Et que derrière, on se dit, bah, comme il n'a pas de réseau, Franck Coustet, on va pas lui donner raison. C'est comme ça que ça se passe, en réalité. Quand on a 8 classeurs de plaintes en France sur des actes criminels et que tantôt les juges sont mutés pour promotion, tantôt les procureurs généraux sont mutés pour promotion, quand le juge d'instruction est muté pour une super promotion, quand effectivement tu as donc un juge d'instruction, le procureur de la République de Nancy qui ne voulait même pas enquêter sur cette nouvelle tentative d'assassinat au niveau de la Passade. D'ailleurs, il est hors délai déjà, parce que ça fait 2 ans qu'il doit enquêter. Il doit me la rendre, cette enquête. J'attends toujours. On est où là? On est où? Est-ce qu'on peut encore croire dans sa justice? Quand je parle d'une justice corrompue en bande organisée, on est en plein dedans là. On est en plein dedans. Sans compter que derrière, il y a bien entendu des effets miroirs. Comme par exemple, quand tu passes dans une autre justice, ils prennent maintenant ton curriculum vitae, ou derrière, quand il y a autre chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent quand même, vous avez été condamné, quand même. Ouais, quand même, parce qu'en fait, ils s'en foutent de savoir ce qui existe. Eux, ils se disent, bon, on va essayer d'aller dans le sens du vent, parce que tout est fait pour aller dans le sens du vent. Alors, nous sommes ensemble depuis 1h30, et ma question, est-ce que malgré tout, voilà, tu continues à te battre et tu as quand même espoir de réussir? Mais non seulement j'ai espoir, mais j'ai bon espoir de réussir parce que ça ne va pas durer des centaines d'années. Je veux dire par là que maintenant, il va se passer des choses parce que je ne vais pas continuer à attendre. Donc, j'ai déjà dit, il y a les États-Unis, ils doivent s'en saisir. J'en ai déjà parlé. Donc, je vais certainement à nouveau porter plainte auprès du ministère de la Justice américaine. Elle doit s'en saisir, c'est du blanchiment criminel. Et si effectivement, donc, on est dans un état de droit aux États-Unis où là, ils ne sont pas confrontés à d'autres personnes, à des pressions européennes, on va dire, c'est plutôt le contraire, ils feront peut-être leur travail. Et puis, il y a d'autres États, puisqu'ils ont vraiment mis de l'argent partout. Malheureusement, pas en France. Mais la France, par les actes criminels, était également compétente. Elle n'a jamais fait son travail. Et là, pourquoi elle n'a jamais fait son travail depuis 2014? Dès 2014, la France a fait son travail. Donc oui, je vais continuer. Oui, bien entendu qu'il y a un risque d'accident, d'acte criminel. Mais là, je préviens. En tout cas, tu n'es pas suicidaire, ça c'est une certitude. Non seulement je ne suis pas suicidaire, mais je préviens que comme il n'y a eu aucune protection policière, comme il y a surtout une surveillance pour me faire chier, le jour où ça recommence, ça va très très mal se passer pour eux. Je préviens, moi je préviens. Donc on ne pourra jamais dire que je n'ai pas prévenu et ça sera exclusivement la faute de la justice qui n'aura rien fait avec 8 classeurs de plaintes, 32 au total, y compris sur des juridictions extra-pays, extra-supranationales, qui ont laissé faire ces escrocs criminels en disant on va lui laisser sa merde, sous-entendu au Luxembourg. Mais le Luxembourg est tellement corrompu et montré aujourd'hui qu'il y a eu véritablement des détournements
et les détournements et les sommes qui ont été détournées au moment où il y a eu assassinat montreront qu'il y a eu assassinat. En tout cas, mon cher Franck, voilà. on sent ta détermination et ici, plus que jamais, nous allons suivre ton histoire et sache que tu es toujours le bienvenu. Évidemment, si tu as encore des nouveautés, on refera des lives parce qu'on ne laissera pas tomber. En tout cas, ce n'est pas notre genre. Merci beaucoup à toi, cher Franck. Merci. Merci à vous tous d'avoir été si nombreux à regarder ce live. Soutenez-le. Partagez à fond cette vidéo. Il faut que cette histoire se sache. Et malheureusement, elle ne se sait pas encore assez. Merci beaucoup, cher Franck. Je dirais un dernier mot en disant, vous avez tous les ingrédients de ce qui se passe actuellement et c'est ce que vous allez vivre, c'est ce que vous vivez déjà. Mais ce que vous risquez de vivre encore plus à l'avenir quand vous serez dans des affaires, entre guillemets, d'État pour lesquelles j'ai rien demandé. C'est-à-dire, en fait, quand les grands là-haut font des lois et qu'ils ne les respectent même pas. Voilà. Merci à tous et partagez, faites apprendre cette affaire, faites connaître cette affaire et sachez qu'il va y avoir un rebondissement dans l'affaire Vouaud avec le tribunal judiciaire de Nice. Soyez nombreux à Nice pour les prochains développements au niveau de la diffamation publique. Monsieur Vouaud, vous êtes un escroc, sachez-le bien, et je vous le répète et je veux vous le prouver. Au revoir à tous et bon courage. Merci Mike de m'avoir invité encore une fois. Merci à Planète 360.